bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Alors ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres. Vous choisissez TuneIn, Stitch. Je pense qu'aujourd'hui vous pouvez nous trouver partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole. Cette émission surtout et sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag, le hashtag IPT Podcast, IPT Podcast tout attaché. Alors je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes de cet épisode, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Leneuf et de Lionel Tardy. Et aujourd'hui, d'Olivier Ezrati, le grand témoin de l'épisode sur le quantique que nous allons aborder. Je crois, Lionel. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, le thème sera l'informatique quantique, sa puissance et ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation. Pour cela, donc, nous recevons Olivier Ezrati, comme tu l'as dit, qui est consultant, conférencier, spécialiste de l'informatique quantique et auteur notamment d'un e-book qui se nomme « Comprendre l'informatique quantique ». Tout un programme. Mais avant Mathieu, nous sommes avec Emmanuel Leneuf pour la synthèse Actu. Et oui, Lionel, merci. Alors bonjour Emmanuel, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je rappelle, Emmanuel, que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponium. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30 et confinement oblige. Je pense qu'en ce moment, c'est à 9h si je ne me trompe pas. Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater autour de l'innovation. Alors une question pour toi, Emmanuel, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as compilé? Alors, quoi de neuf cette semaine sur le front de la tech au temps du Covid-19 ? Eh bien, on peut dire en résumé, Apple à fond la forme. En effet, le géant américain est monté au front cette semaine. Non seulement il a fait don de 20 millions de masques, mais il a aussi annoncé le lancement de la production d'1 million de visières de protection par semaine. Dans le même temps, on apprenait qu'Apple avait créé une appli avec l'université de Stanford, dédiée aux personnes en première ligne, comme les pompiers, les policiers et les ambulanciers. L'app vise à les aider dans l'évaluation des symptômes. Apple confirme donc ses ambitions dans la santé et nul doute que l'Américain saura capitaliser sur cette période de pandémie pour marquer des points, Apple Watch au poignet dans la e-santé. Alors, cette semaine a également été marquée par un temps d'écran qui a bondi de 20% en un an, d'après App Annie, et ce chiffre impressionnant devrait encore progresser puisqu'il ne tient pas compte de la période de confinement durant laquelle 3 milliards d'êtres humains sont retenus chez eux. À part ça, à noter cette semaine, Tie2Care, une start-up américaine, a levé 50 millions de dollars pour développer son kit d'examen médical et améliorer la télémédecine. Nul doute là encore que l'e-santé sortira grandi de cette épreuve mondiale. Insolite, mais là aussi il faut bien s'adapter, une faculté japonaise vient d'organiser une remise de diplôme virtuelle avec des robots. Si. Cela s'est passé à la Business Breakthrough University de Tokyo, qui n'a jamais si bien porté son nom, où des robots surmontés d'une tablette connectée à Zoom permettaient aux étudiants d'être présents à distance, tandis que les professeurs, eux aussi à distance, remettaient leur diplôme aux étudiants. Surréaliste, mais inoubliable. Rayon initiative solidaire, mettons un coup de flash sur le lancement de Gardons le lien, imaginé par des médecins et les membres du collectif Économie inclusive, mené par Isabelle Cocher et Frédéric Bardot de Saint-Plon. But, acheminer vers les hôpitaux, EHPAD et autres structures sanitaires et sociales des milliers de tablettes numériques pour assurer la connexion entre les malades atteints du Covid-19 et leurs proches. Une initiative solidaire à soutenir d'urgence sur le site fondation.saintplon.co. En attendant, la lutte continue, comme vous le savez, avec un personnel soignant en première ligne. Alors n'oubliez pas ce soir à 20h de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre du baume au cœur.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet Hebdo sur le site du Flash Tweet. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, pour des nouvelles fraîches, rendez-vous sur @FlashTweet à 9h et 19h30 pour le replay. À vous, les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk, 100% Transphonum. Stay tuned! Eh bien, merci Emmanuel pour cette compilation de l'ensemble des informations qu'il ne fallait pas rater autour de l'innovation. Et nous allons passer au dossier du jour avec l'invité du jour. Alors Lionel, est-ce que tu peux nous faire un récap de ce qui nous attend? Je pense que nos neurones vont chauffer. Et oui Mathieu, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler de l'informatique quantique. Sa puissance, ses perspectives, ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation sur les réseaux. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Ezrati, consultant auprès de grands groupes, conférencier, auteur depuis 16 ans du rapport le plus exhaustif du Consumer Electronics Show de Las Vegas, mais c'est en tant qu'observateur éclairé de l'informatique quantique et auteur d'un e-book « Comprendre l'informatique quantique » qu'il vient répondre à nos questions. Bonjour Olivier. Salut. Et je pense que la première question me revient, Olivier. Alors, donc, on est sur un sujet, je peux vous assurer, qui me semble un petit peu compliqué à traiter d'un point de vue audio, mais je pense que tu vas nous éclairer. Dans un premier temps, une question clé. Qu'est-ce que l'informatique quantique par rapport au supercalculateur dit classique? Comment tu pourrais nous expliquer un peu en résumé, en nous pitchant finalement ton livre que je rappelle de plus de 500 pages, Comprendre l'informatique quantique, pour une meilleure compréhension du sujet souvent mal relayé par les médias, dans lequel on voit beaucoup de choses, beaucoup peut-être de fumisterie, le côté tech, le côté éco et le côté scientifique. Tu as la parole, tu as 1 minute ou plus, tu as le droit de prendre le temps que tu veux, mais explique-nous simplement c'est quoi le quantique? Ce que je vais faire, c'est expliquer à quoi ça sert plutôt comment ça marche, parce Parfait. que comment ça marche est un peu compliqué. On a vu la conférence, je te le confirme. Voilà, donc le calcul quantique, quand ça marchera à grande échelle, parce que pour l'instant ça marche à petite échelle, ça permettra d'accéder à des capacités de calcul qui sont pour l'instant inaccessibles à des supercalculateurs traditionnels. Alors quand je dis traditionnels, ça correspond à des bestioles qui consomment 12 mégawatts aux États-Unis, qui occupent 500 mètres carrés et qui valent des dizaines de millions de dollars. Hein. C'est ça la comparaison. Donc, un certain nombre de calculs qui aujourd'hui sont inaccessibles à ces machines seront un jour accessibles à des ordinateurs quantiques. Alors, de quoi s'agit-il? Ça va être des calculs, notamment qui permettent de régler ce qu'on appelle des problèmes d'optimisation. Quand on a besoin de gérer beaucoup de ressources et d'optimiser leur allocation, aujourd'hui, les algorithmes classiques sur une machine classique n'y arrivent pas. Et donc, le calcul quantique permettra de résoudre ce genre de problème. Alors, ça peut servir, par exemple, à optimiser des transports, de la logistique, de la livraison. Ça permettra aussi de faire de la simulation chimique, qui est un sujet intéressant aussi bien pour les gens qui essayent d'inventer de nouvelles sources d'énergie, pour mieux capter l'énergie du soleil, pour mieux gérer l'énergie en général. Ça pourrait servir aussi dans le monde de la santé à plus long terme, pour inventer de nouvelles molécules, par exemple, pour simuler dans l'ordinateur le fonctionnement des molécules. Ça pourrait même servir un jour à traiter des problèmes comme le Covid. Alors, quand je dis un jour, c'est dans plusieurs dizaines d'années, hein, c'est pas pour demain. Mais pour toi, c'est quelque chose de long terme. C'est-à-dire qu'une grosse partie des promesses du calcul quantique seront probablement réalisées que dans un laps de temps assez long. Hein. On pense qu'on va pouvoir en tirer parti d'un point de vue industriel avec des usages naissants dans quelques années, mais une partie des exemples que je donnais juste avant, dont d'autres concernent la finance, le marketing, tout un tas de métiers, faudra probablement attendre au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas une quinzaine d'années, pour pouvoir en tirer parti. En fait, on n'en sait pas trop, on sait pas trop à quel horizon ça va fonctionner, parce que il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et technologiques sur la vitesse à laquelle on va progresser, parce que autant théoriquement, on imagine bien comment on va faire ce que je décris, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser les propriétés quantiques de la matière pour pouvoir faire des calculs plus rapidement, autant il y a beaucoup d'enjeux de mise au point très complexes à surmonter pour y arriver. C'est pour ça qu'on ne sait pas dire avec précision quand est-ce que ça marchera à grande échelle. C'est toujours le sujet, effectivement, même si des fois il y a quelques annonces, je crois, Lionel. Oui, comment tu interprètes l'annonce à la fin de l'année dernière de Google qui prétendait avoir atteint la suprématie quantique avec leur processeur Sycamore, je crois, à 53. Sycamore, oui.
Il y a deux manières de l'interpréter. La première, c'est de revenir à la définition de la notion de suprématie quantique, qui est un terme qui a été inventé par un scientifique américain qui s'appelle John Preskill en 2011, si je ne m'abuse, et après voir ce que Google a fait. Alors, la notion de suprématie quantique, elle correspond à un scénario où un ordinateur quantique est capable, sur un algorithme donné, qui sert à rien ou qui sert à quelque chose, est capable de réaliser un traitement qui, si on veut le réaliser dans son équivalent sur une machine classique, prendrait un temps humainement inacceptable. Donc ça, c'est la définition. Donc en gros, c'est faire quelque chose qui est inaccessible de manière correcte à un ordinateur classique, même un supercalculateur. Alors ce que Google a fait en octobre dernier, ils ont publié un papier qui correspond à un test d'un algorithme unique, précis, sur un processeur quantique à 53 qubits qui s'appelle effectivement Sycamore. Et cet algorithme-là, ils arrivaient à le réaliser sur leur machine en environ 200 secondes. Et ils indiquaient que sur le plus beau supercalculateur d'IBM qui tourne aux États-Unis, il faudrait 10 000 ans. Bon, alors IBM a répondu en disant qu'en rajoutant 64 pétaoctets de SSD, on pouvait descendre à 2 jours et demi, ce qui correspond quand même à un rapport de 1 à 1000 entre les deux. Et et avec d'ailleurs un rapport en capacité, en consommation d'énergie de 1 à 1 million entre les deux, donc qui était quand même un avantage quantique par rapport à l'ordinateur quantique comparé au supercalculateur d'IBM. Alors le problème de cette suprématie quantique, c'est que l'algorithme qu'ils ont choisi avait plusieurs particularités. La première, c'est qu'il servait à rien. Donc c'est un système qui génère des nombres aléatoires et qui vérifie qu'ils sont bien aléatoires, pour faire simple. Et deuxièmement, c'est un algorithme qui avait été choisi parce qu'il était vraiment optimisé pour tirer parti des capacités de leur processeur quantique à 53 qubits. Mais ça ne correspond pas aux usages dont je parlais avant. Ça ne correspond pas à des algorithmes d'optimisation. Ça ne correspond pas aux algorithmes de factorisation de nombres entiers qui servent en cryptographie. Ça ne sert pas aux algorithmes de simulation de molécules. Donc en fait, c'était comme beaucoup de benchmarks de l'industrie, optimisé pour celui qui publiait le benchmark. Mais c'était quand même intéressant parce que la performance que Google a obtenue faisait avancer, pas forcément radicalement, mais à la marge et l'état de l'art des processeurs quantiques dans la technologie qu'ils ont utilisée, qui sont les qubits supraconducteurs. Donc ils ont un petit peu amélioré quand même l'état de l'art. Ils ont réussi à faire parler du sujet. Ça a au moins cet avantage-là, quoi. Là, tu viens d'introduire qu'il y a plusieurs sortes de qubits. Exactement. En fait, les qubits, ce sont ces fameux objets un peu magiques, nanoscopiques, qui permettent de gérer la superposition entre des 0 et des 1 et de faire des calculs grâce à ça. Et je vais m'arrêter là pour la description de la technique. Mais physiquement, on peut la réaliser avec des objets de nature assez différente. En gros, il y a 3 types d'objets sur lesquels on peut s'appuyer pour faire des qubits. Il y a des atomes, des électrons ou des photons, pour faire simple. On est dans le monde de l'infiniment petit. Alors, on est dans les atomes, les électrons, c'est pas très gros, et les photons, c'est pas très gros non plus. Enfin, même si on sait pas dire quelle taille ça a exactement, mais en gros, il y a une demi-douzaine de technologies qui se battent en duel, qui s'appuient sur ces 3 types de particules élémentaires. Alors, la technologie qui a été utilisée par Google s'appelle les qubits supraconducteurs, à effet Josephson. En gros, c'est des électrons supraconducteurs, c'est des électrons dans la matière supraconductrice. Bon, c'est un type de qubit, c'est celui qui est utilisé aussi par IBM. Il est utilisé aussi par une start-up américaine qui s'appelle Rigetti, pour prendre les acteurs les plus connus, mais tout un tas de laboratoires dans le monde, ils font appel. Il y a d'autres manières de gérer les électrons. Il y a une technologie qu'on appelle le qubit silicium, qui consiste à piéger un électron dans un puits de potentiel dans du silicium et à gérer un électron unique pour gérer un qubit. Si on prend les atomes, il y a 2 manières de gérer les atomes. Il y a ce qu'on appelle les atomes froids, qui sont des atomes donc, qui sont refroidis et qui ont des caractéristiques lui permettant d'avoir plusieurs niveaux d'énergie qui permettent d'avoir des qubits. Et on utilise aussi des ions piégés, qui sont des atomes à qui il manque un électron. Ça a fait l'actualité il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un mois, c'était début mars, quand Honeywell, une société américaine d'ingénierie, a publié un résultat obtenu avec 4 ions piégés, censé être l'ordinateur le plus puissant du monde, ce qui était un petit peu exagéré, mais ils ont réussi à faire une performance qui n'était pas inintéressante avec 4 ions piégés. Quoi. Donc on arrive quand même sur une stratégie des petits pas. On est finalement il y a beaucoup de petites évolutions. Si on voulait faire un comparatif entre l'état de l'art de la technologie aujourd'hui et l'informatique classique, on est un peu dans les années 40-50. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'histoire de l'informatique quantique. Même si les premiers qubits datent d'il y a presque 20 ans, ils datent de 99 à 2001-2002, les premiers. Maintenant, on en a une 50aine, puisque c'est ce que Google et IBM font. Mais il y a encore beaucoup de chemin devant nous.
pour pouvoir atteindre des capacités de calcul qui sont réellement supérieures aux machines existantes. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine où il y a beaucoup d'incertitudes scientifiques et technologiques, ce qui fait que ça laisse justement la place à des innovateurs, ça laisse la place à des pays, pas forcément les plus grands, comme la France, pour éventuellement avoir une place dans l'échiquier de cette nouvelle industrie qui se construit, quoi. Si on parle d'informatique quantique et d'intelligence artificielle, est-ce que les deux font bon ménage, notamment dans l'entraînement des réseaux de neurones et dans l'atteinte d'une forme d'un point de singularité? Alors, je ne vais pas parler de singularité parce que ça, c'est un truc mythique qui n'a rien à faire avec nos histoires. Hein. Il n'y a pas de singularité avec le quantique et l'IA. Par contre, il y a une intersection qui n'est pas nulle entre les deux. Il y a effectivement un certain nombre d'algorithmes de machine learning et deep learning qui pourraient être exécutés sur le moyen terme sur des ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'un des plus grands spécialistes mondiaux s'appelle Ioannis Kerenidis et il travaille en France au CNRS. Donc, on a en France un des meilleurs spécialistes du domaine et qui intervient dans toutes les conférences dans le monde, qui fait des conférences qu'on peut trouver sur Internet, qui a publié beaucoup de papiers là-dessus. Mais ça ne correspond pas forcément aux plus gros usages du quantique. Pourquoi ? Parce que, certes, le quantique pourrait accélérer un certain nombre d'algorithmes d'IA dans le domaine du machine learning et du deep learning, mais de ce que j'en connais, il ne va pas forcément rendre possible des choses qui seraient impossibles. Qu'on ne ferait pas déjà sur des processeurs NVIDIA ou des supercalculateurs et des GPU qui servent à entraîner les réseaux de neurones. Alors que dans les autres exemples d'applications que j'ai donnés, donc typiquement dans l'optimisation ou dans la simulation moléculaire, il y a vraiment un saut, qu'on pourrait appeler de quantique, enfin un saut significatif de capacité qui sera apporté par l'informatique quantique, alors que dans l'IA, c'est moins évident. Voilà. Alors, il faut savoir par ailleurs que l'IA peut servir à mettre au point des ordinateurs quantiques. Par exemple, dans le cadre de la suprématie quantique de Google, Google a fait appel à un algorithme de machine learning pour optimiser l'organisation de ses qubits. Donc là, l'IA était un outil pour la production, pour la création de la conception de l'ordinateur. Donc ça devient un niveau capacitaire, un moyen capacitaire à faire des choses et ça s'imbrique à l'intérieur, quoi. Et c'est pas illogique, hein. Le machine learning, qui est une des grosses briques de l'IA aujourd'hui, a tout un tas de cas d'usage et qui servent dans la recherche, dans la santé, dans l'informatique, dans tout un tas de domaines. Donc c'est pas absurde que ça ait pu servir. Et je pense qu'il y aura d'autres cas de figure où le machine learning pourra être intéressant pour optimiser un certain nombre de choses dans la conception des ordinateurs quantiques. Olivier, comme le prétend Thierry Breton, ex-Thomson, France Télécom, Atos, ministre de l'économie et des finances et de l'industrie et actuellement commissaire européen au marché intérieur, il nous dit que l'ordinateur quantique hybride, peut-être un simulateur quantique, est aujourd'hui à nos portes, probablement par rapport à l'ordinateur quantique universel. Ça, c'est une première partie de la question. Et nous, en tant que Français, puisqu'il l'a beaucoup promotionné, c'est peut-être pour ça aussi qu'en France, nous parlons beaucoup de quantique, est-ce que nous, en tant que Français, nous sommes bien placés en termes de compétences, et voire même de formation ? Alors, quand Thierry Breton parle d'ordinateur quantique hybride, il décrit une technologie qui risque d'être assez dominante pendant au moins une bonne dizaine d'années, qui est liée au fait qu'on va probablement être amené à utiliser les premiers ordinateurs quantiques qui vont sortir bientôt en complément d'ordinateurs classiques. Et avec ce qu'on appelle les algorithmes hybrides, qui associent une partie du calcul qui est faite sur des machines classiques et une partie du calcul qui sera faite sur l'ordinateur quantique, qui complétera la machine classique. Donc ça, c'est tout à fait sérieux d'un point de vue scientifique et technique. Et il se trouve qu'Atos, dont il était le dirigeant jusqu'à il y a quelques mois, est très investi sur ces algorithmes et sur la conception de machines qui permettra de faire ce genre de choses. Alors, dans le jargon utilisé par les spécialistes du quantique, on appelle ça le NISC, c'est-à-dire que Noisy Intermediate Scale Computing. Ça décrit les machines quantiques des années qui viennent, qui auront un nombre de qubits relativement moyen, donc jusqu'à quelques centaines, mais qui ont ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire qui génèrent des taux d'erreur significatifs, mais avec lesquels on pourra quand même faire un certain nombre de calculs. Donc c'est à ça qui fait allusion quand il parle de calcul hybride sur des machines de taille intermédiaire. Donc, alors la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que nous, en France, on est bien placé là-dessus ? Je pense qu'on est bien placé dans un certain nombre de domaines et de branches du calcul quantique. On a notamment de très très bons physiciens et ingénieurs dans quelques-unes des 6 branches du quantique. On en a dans le qubit silicium, on en a dans les qubits supraconducteurs, on en a dans les qubits à atomes froids. Et on en a aussi en photonique. Donc on a quand même pas mal d'équipes, aussi bien au CEA qu'au CNRS, à l'INRIA, qui savent faire des choses intéressantes et qui sont, on va dire, de classe mondiale.
Bon, après, évidemment, ça ne suffit pas pour faire une industrie. Ça. Il faut de l'entrepreneuriat, il faut des startups, il faut des grandes entreprises, mais on a un bon terreau de scientifiques et d'ingénieurs pour avancer dans ce domaine-là, quoi. En même temps, c'est la suite logique. Tu fais une très bonne transition sur la problématique de la stratégie industrielle pour l'informatique quantique. On a vu notre premier lustre commun qu'on allait tous mettre chez nous, qui était effectivement ce magnifique ordinateur quantique du CES 2018 qui était présenté par IBM, qui était effectivement très beau. Non, mais c'était 2019, hein. C'était en 2019. Ah oui, c'est 2019, excusez-moi, mais on a un an à chaque fois comme ça en janvier, ils font. Effectivement, comme ça en janvier, on a tendance à confondre les années, c'est vrai. Effectivement. Alors, c'est quoi finalement, selon toi, ou ton regard et tout ce que tu as pu glaner et écrire, c'est quoi ton point de vue sur la stratégie industrielle que peut porter un pays comme la France aujourd'hui dans cet écosystème global? On peut retrouver les stratégies industrielles diverses qui vont de la recherche jusqu'au pilotage des offres par les organisations françaises. Il faut savoir que la technologie des ordinateurs quantiques, qui d'ailleurs n'est pas la seule des technologies quantiques, il y en a d'autres, dans la mesure de précision, dans les télécommunications, dans la cryptographie, c'est une technologie qui est pour l'instant encore en devenir. C'est-à-dire qu'en fait, même si IBM et Google présentent des solutions impressionnantes régulièrement, ça reste des objets de laboratoire. Malgré le design que IBM peut mettre autour de ces machines, tout ça, c'est extrêmement immature encore. Alors, ça donne l'impression qu'effectivement, les grandes entreprises américaines sont mieux placées que les autres. Ce qu'il faut regarder, c'est la performance vraiment scientifique qui est derrière, l'ingénierie qui est derrière. Et de ce point de vue-là, ça reste encore un travail de chercheur. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir à la fois des ingénieurs et des chercheurs qui travaillent en commun et qui soient capables de faire avancer l'état de l'art scientifique pour pouvoir créer des machines. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il faut encourager, notamment chez nous, la transversalité de la recherche et de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'un maximum de gens de disciplines complémentaires puissent travailler ensemble pour aller jusqu'à la conception de ces machines. Il y a un deuxième point qui est valable dans toutes les deep tech et dans toutes les technologies, évidemment, c'est la dimension entreprise et entrepreneuriale. Mais cette dimension entreprise et entrepreneuriale, elle devra s'appuyer de manière quasiment exclusive dans ce domaine-là sur, une recherche de compétition, sur des ingénieurs et sur une formation scientifique qu'il va falloir développer. Parce qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez de spécialistes de ces sujets, aussi bien dans la physique que dans l'ingénierie ou même dans la partie algorithmie et logicielle. Donc il y a un enjeu de ce côté-là. Il y a d'ailleurs un enjeu pour lequel la France est un petit peu en retard et où il va falloir qu'elle se rattrape, c'est dans la partie logicielle. Je pense qu'autant on a des physiciens et des ingénieurs d'assez bon niveau dans pas mal de branches du quantique, autant on n'a pas encore assez de jeunes, d'enseignants, de doctorants, dans quelques laboratoires que ce soit en France, dans le domaine de la programmation et des algorithmes quantiques. Il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Pour revenir sur les champs d'application dont tu parlais au début de notre entretien, quels sont pour toi les champs que tu estimes pertinents à court ou moyen terme, pour revenir peut-être à des champs qui sont autour de nouvelles protéines, autour de traitements pathologiques, ou même un exemple que tu avais donné dans l'une de tes conférences sur la capacité que le quantique pouvait avoir de résoudre des problèmes de trafic routier? Alors, l'algorithme en question, d'optimisation du trafic sur un millier de taxis sur Pékin, il a été réalisé avec un calculateur un peu particulier qui s'appelle un D-Wave. C'est un ordinateur quantique canadien qui a des caractéristiques un peu différentes des autres. Il utilise des procédés différents. C'est pas considéré comme un ordinateur quantique classique par les puristes du domaine. Et ils ont fait une simulation effectivement d'optimisation du trafic sur 1000 taxis. Il faut savoir qu'ils ont appliqué cet algorithme en vrai dans un autre domaine, dans la vraie vie, à l'occasion du Web Summit de Barcelone en novembre dernier, pour des navettes. Donc, ils ont essayé de la mettre en production en échelle réelle. Mais je pense que c'était sur un nombre de navettes qui était assez limité, sur un trajet qui ne devait pas être très embouteillé. Mais bon, voilà, c'est un exemple. Mais l'idée que les concepteurs de ces algorithmes ont en tête, c'est de le faire à bien plus grande échelle, pas juste à l'échelle de quelques centaines de véhicules. Parce que tester l'optimisation du parcours de 100 à 1000 véhicules dans une ville où il y aurait 2 millions de véhicules, c'est pas sérieux, quoi. Il faudrait être capable de faire ça avec beaucoup plus de véhicules, pour que ça puisse être utilisable notamment dans des grands parcs de véhicules autonomes. Alors, mais c'est une étape intermédiaire intéressante.
il faut donc si je comprends bien, il y a encore beaucoup de tests, mais qui sont insuffisants d'un point de vue grandeur de tests en termes de capacité à définir véritablement le champ des possibles de ce que ça pourrait véritablement apporter. Bon, on est sur la stratégie des petits pas où brique par brique on arrive à consolider, à résoudre quelques problèmes. Pour autant, il y a un sujet dans lequel dans beaucoup de conférences tu fais écho en disant que là il y a un champ des possibles qui est exceptionnel et quand bien même le quantique pourrait être son pire ennemi, c'est presque sur la partie sécurité, cybersécu quantique pour l'intelligence, l'IoT en général, à l'heure de la 5G, où là finalement la cybersécurité pilotée par le quantique pour combattre des tas d'algorithmes, etc. Finalement, le quantique, à un moment, pourrait-il remplacer la blockchain dans l'indice de confiance que crée la blockchain? Pourrait-on avoir plus confiance dans le quantique que finalement dans la blockchain qui serait totalement dépourvue d'intérêt au regard du niveau capacitaire du quantique? Bon, là, tu mélanges beaucoup de notions. Il va falloir. Oui, mais c'est à toi de remettre de l'ordre, mon cher Olivier. Je vais sortir les aiguilles toi de la l'expert. botte de foin, là, c'est les notions qui se télescopent un petit peu. Là, quel est le lien entre le quantique et la cybersécurité? Il y en a deux ou trois. Bon, le premier, il est lié au fait que l'une des capacités potentielles de l'ordinateur quantique, ça va être de casser des clés de sécurité, de clés publiques type RSA ou équivalent, par un mécanisme qu'on appelle la factorisation des nombres entiers. Alors, pour l'instant, on ne sait pas faire à grande échelle, mais qu'un jour, peut-être, dans 20 ans ou 30 ans, on saura faire à très grande échelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur quantique menace la cryptographie existante dans un futur qu'on ne sait pas qualifier avec précision. La conséquence de ça, c'est que des gens cherchent des solutions pour trouver des parades en fait, face à cette menace du futur. Et face à cette menace, il y a deux parades imaginées. Il y en a une première qui est de changer les algorithmes de chiffrement de clés publiques pour qu'ils soient résilients au cassage de clés publiques que l'ordinateur quantique pourrait réaliser dans un futur lointain. Ça s'appelle, en américain, on appelle ça la PQC, la post-quantum cryptographie. En français, on dirait la cryptographie post-quantique, ou la cryptographie qui est quantum safe, c'est-à-dire qui résiste à l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est que du logiciel, c'est des algorithmes nouveaux. Il y a même un appel d'offres qui a été lancé en Europe, il y en a un autre qui a été lancé aux États-Unis par le NIST, qui est l'organisme de standardisation aux US. Il y en a un qui a été lancé aussi en Chine. Donc il y a une espèce de bataille industrielle pour créer des algorithmes de chiffrement qui résistent au quantique. Il y a une deuxième méthode qui peut être utilisée soit à la place de la précédente, soit en complément de la précédente, qui consiste à utiliser des clés quantiques qui sont transmises par de la fibre optique ou par liaison aérienne optique et qui présentent l'avantage de ne pas être interceptables par un tiers. Donc ça, c'est une protection physique, on va dire. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ça, c'est la deuxième méthode. Alors, quel est le lien entre tout ce que je viens de dire et la blockchain? Le lien avec la blockchain, il est lié au fait que la blockchain utilise des protocoles de chiffrement, notamment pour le chiffrement de la signature, pour dire je suis moi et c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Et il se trouve que dans les blockchains les plus courantes, et dans le Bitcoin d'ailleurs, une partie des protocoles de chiffrement de la signature font partie de ceux qui sont cassables à terme par l'ordinateur quantique. Sauf Ethereum, je crois, si je me souviens bien. Hein, comment ? Il y a Bitcoin d'un côté, il y a Ethereum de l'autre qui, lui, n'était pas exposé à ce problème-là. Voilà, mais ça dépend des blockchains. Donc, parce que les blockchains, elles sont à géométrie variable. Oui. Le protocole de chiffrement, il peut changer, etc. Donc, la conséquence de ça, c'est que le Bitcoin et certaines blockchains sont menacées sur le long terme par le cassage de clés par l'ordinateur quantique du futur. Et donc, ça a poussé les concepteurs de ces outils-là à imaginer comment remplacer certains algorithmes de chiffrement de ces clés de signature pour qu'ils résistent à l'ordinateur quantique. Notamment en mélangeant de la PQC, donc du chiffrement post-quantique, avec ces outils-là. Donc le quantique n'est pas du tout là pour remplacer la blockchain. Il est une menace pour la blockchain et il existera des solutions logicielles pour l'essentiel qui permettront à la blockchain de résister à cette menace quantique. Donc c'est pas... Il ne faut pas se tromper. L'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre dans la mesure, effectivement, le software arrivera pour apporter des éléments post... En fait, dans l'histoire, le quantique est plutôt un problème et il existe des solutions non quantiques à ce problème-là. Il peut exister des solutions quantiques quand on met en place des réseaux de télécommunications quantiques qui vont protéger la communication à l'échelle physique, mais ces réseaux de communication, ils fonctionneront quand on aura des liaisons optiques. Mais si on relie ça à un smartphone, ça ne marche plus. Un smartphone ne peut pas avoir une liaison optique avec Internet. Sure. Ça passe par les ondes radio. Les ondes radio, ce n'est pas de l'optique.
Donc, on ne peut pas gérer de l'intrication avec des ondes radio facilement. Donc, on va être amené à devoir, dans le cas des smartphones ou dans le cas des liaisons avec des radiofréquences, ne pas pouvoir s'appuyer sur la cryptographie quantique qui, elle, s'appuie sur de la fibre optique ou une liaison optique. Donc, ça complique beaucoup le jeu. Hein. C'est quand même un sujet qui n'est pas trivial, mais il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Pour terminer, Olivier, on ne pouvait pas se quitter sur cette partie interview et découverte du quantique pour nos auditeurs sans te demander, parce que tu adores, les quelques fumisteries ou les 100% WTF que tu as dans ta manche. Ah, il y en a pas mal dans le quantique. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les fumisteries quantiques ont démarré avant qu'on se mette à parler dans le grand public de l'informatique quantique. Ça a démarré déjà il y a une petite dizaine d'années. Il y a beaucoup de charlatans qui font de ce qu'on appelle la médecine quantique. Qui même ont inventé des machines qui sont censées capter les ondes du corps pour nous mettre en meilleure santé, qui parlent de vibrations, d'ondes, d'énergie, qui utilisent en fait un jargon pseudo-scientifique, mais qui n'a rien à voir avec le jargon scientifique de la physique quantique ou de l'ordinateur quantique. Donc ce sont des fumisteries totales, qui sont créées par des gens qui parfois croient même à leurs propres bêtises, mais alors qui induisent en erreur les gens. Alors quand il s'agit d'utiliser des technologies de ce type-là pour être de meilleure humeur, pourquoi pas, mais si c'est pour guérir un cancer, ça devient dangereux. Il y en a qui prétendent même guérir des diabètes. Donc là, ça devient extrêmement dangereux parce que ça fait croire à des gens qu'on peut utiliser ce genre de technique qui n'a aucun effet autre que l'effet placebo. Le problème, c'est que l'effet placebo, ça ne marche pas dans tous les cas. Ça marche pas, ça peut marcher dans certaines pathologies légères, mais il y a des pathologies pour lesquelles l'effet placebo ne marche pas. C'est le principal. Hein. J'ai vu une bonne vingtaine. Alors, je vois des chamans, je vois des guérisseurs en tout genre qui se gargarisent de physique quantique, dont ils connaissent rien du tout en général, après avoir juste lu 2 ou 3 lignes sur Einstein, Planck et la superposition ou la dualité entre les ondes et les particules. Mais bon, c'est des grosses fumisteries. Au même titre que d'autres, effectivement, dans la tech en général, sont des what the fuck, le quantique n'échappe pas donc à la règle des charlatans. Ouais. Mais tu as un autre phénomène qui n'est pas lié à la charlatanerie, qui est plutôt le quantum washing. Le quantum washing, c'est un petit peu plus léger comme syndrome. Ça se produit quand quelqu'un va utiliser de l'argumentaire du quantique pour vendre sa solution, alors que sa solution utilise effectivement peut-être une technologie qui est quantique, mais qui est le quantique du XXe siècle. Donc, par exemple, dès que tu as un laser ou un transistor dans une solution, tu peux dire que c'est quantique, parce que c'est vrai que c'est quantique. C'est que tu utilises des effets quantiques dans un laser et un transistor. Donc, à ce point-là, toute technologie numérique aujourd'hui est quantique. Et ce n'est pas faux scientifiquement. Et la raison pour laquelle c'est faux dans la terminologie aujourd'hui, c'est qu'en général, quand on parle de technologie quantique aujourd'hui moderne, on s'appuie sur ce qu'on appelle le quantique de 2e génération, qui s'appuie sur la maîtrise des particules à l'échelle élémentaire, qui s'appuie sur la superposition des états, qui s'appuie aussi sur l'intrication, qui sont des phénomènes relativement nouveaux dans leur maîtrise et qui correspondent à une génération nouvelle de technologies, dont celle dont nous avons parlé dans ces discussions. Vaste sujet, effectivement, sur lequel il y a exactement aussi autant à dire, presque qu'on pourrait dire sur le quantique. Mais déjà, en termes de densité, si vous n'avez pas tout compris, faites un replay, re-regardez. Et puis, il y a d'autres conférences d'Olivier que vous trouverez sur YouTube. On a fini cette première partie d'interview parce que nous ne te lâchons pas, Olivier, mais nous passons sur une autre partie qui est celle que nous réservons souvent aux startups. On aime bien présenter 2 startups, Lionel et moi, sur le quantique. Mais là, sujet dense oblige, complexe et ta vision très éclairée, nous te laissons la main pour nous présenter. Alors ça peut être 2 sociétés, 2 startups, 2 projets de recherche, de brevets récemment déposés. Voilà. Qu'est-ce qui te semblerait comme intéressant à nous présenter comme 2 éléments que tu trouves pertinents sur le sujet du quantique? Alors d'abord je vais donner une perspective globale. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a même pas 200 startups dans le quantique. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme les milliers de startups qu'on a dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres domaines. C'est encore un petit marché qui correspond déjà à quelques milliards de dollars d'investissement, mais c'est petit par rapport à d'autres disciplines. Premier point. Deuxième point, les startups françaises, il y en a à peu près une vingtaine. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des startups dans le monde dans le sujet qui sont françaises. C'est plutôt un bon signe, parce que d'habitude, c'est un peu moins. Et dans cette vingtaine de startups françaises, il y en a quelques-unes que je pourrais citer. Alors, 2, c'est difficile, parce que j'en vexé 17 à 18, mais je vais en citer 2. Une première qui est tout à fait d'actualité, qui s'appelle Qubit Pharma, qui est une société qui a été créée par un certain Jean-Philippe Picmal, qui est un scientifique de longue date, qui est un créateur d'algorithmes de simulation de molécules, en fait, pour faire de la chimie organique. Et cette équipe
qui est d'ailleurs une équipe franco-américaine. Elle travaille sur la simulation moléculaire pour la découverte de nouvelles molécules, et notamment pour faire ce qu'on appelle du criblage de molécules pour déterminer quel médicament existant pourrait traiter une maladie connue. Il y en a une dont on parle un peu en ce moment qui s'appelle le Covid-19. Exactement. Eh bien, ils travaillent dessus. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, ils travaillent dessus en s'appuyant sur un algorithme qui tourne sur des processeurs classiques ou sur des GPU. Mais ils travaillent sur la version quantique de leur algorithme qui, le jour où l'ordinateur quantique sera suffisamment puissant, pourra donner des résultats encore plus intéressants que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est une société qui existe déjà, qui est relativement récente, qui utilise les technologies du moment, mais qui, lorsque le quantique sera là, permettra d'en tirer parti et étendra l'univers du possible avec son algorithme-là. Donc, il faut travailler par anticipation, quoi, finalement. Voilà, il se prépare à l'arrivée des nouvelles machines. Alors, une deuxième start-up qui est moins connue, qui est dans un domaine un peu différent, qui s'appelle VeriCloud, qui a été créée par Marc Kaplan et Elam Kashefi, et qui est iranienne, mais qui est basée en France, et Marc Kaplan également, qui est très internationale. Ils ont déjà 6 collaborateurs qui viennent de tous les pays. Ils ont un Taïwanais, un Chinois, un Coréen, une Européenne, je ne sais plus quel pays. C'est une boîte qui est déjà très internationale. Et eux, ils développent en fait dans ce qu'on appellerait du middleware, c'est-à-dire des couches logicielles de bas niveau pour gérer des télécommunications quantiques. Alors avec un premier cas d'usage qui serait la distribution de clés quantiques sur des réseaux maillés. Mais à terme, ça pourra servir aussi à gérer ce qu'on appelle de l'informatique quantique distribuée, c'est-à-dire de permettre à des ordinateurs quantiques de dialoguer entre eux via des fibres optiques. Donc c'est une société qui voit très loin, qui a une bonne vision de ce qu'elle pourrait faire pour créer une couche logicielle intermédiaire entre les développeurs d'applications quantiques et les outils de télécommunication quantique et de calcul quantique, et qui en plus s'est constitué de manière internationale dès le début, ce qui est quand même un facteur clé de réussite aujourd'hui quand on veut avoir des ambitions internationales, mondiales. Donc effectivement, internationalisation des sujets et des projets, désilotement et complémentarité des compétences pour qui travaille dessus. Finalement, oui. le quantique, c'est un peu le domaine de la synergie des compétences et de la complémentarité des êtres humains entre eux. C'est clair, bon, c'est pas le seul, il n'y a pas d'exclusivité, mais c'est clair que quand on veut être bon dans cette discipline-là, il faut des gens assez pointus. Moi, quand je vois les créateurs de ces startups ainsi que les chercheurs dans le domaine, je dirais pour utiliser un langage courant, ils sont assez capés, quoi. Oui, non, mais moi, je suis un petit kéké avec mon petit diplôme d'ingénieur. C'est tous des doctorants, des post-docs. Ils ont ces bac plus 10. C'est des gens super calés. Je pense que dans un futur, je situe à 5 à 10 ans, les technologies quantiques vont être abordables à des gens moins diplômés, heureusement, parce qu'il faudra que ces technologies se démocratisent, notamment via les outils de développement qui sont peut-être plus accessibles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les gens qui travaillent dans cette discipline sont extrêmement savants, on va dire. Ils ont des parcours absolument incroyables. Mais effectivement, ils ont besoin de se parler entre eux, parce que la discipline de la physique quantique et de l'informatique quantique est extrêmement riche. Il faut savoir que moi, avec mon livre de 500 pages, je couvre des sujets, mais chaque chercheur de chaque sujet ne connaît pas forcément le sujet du voisin. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de savoir ce qui se passait dans tous les domaines. Donc on a besoin de pluridisciplinarité, on a besoin d'avoir des gens qui se parlent entre eux, parce que c'est de là aussi que viendront les innovations à venir, quoi. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Olivier pour ton temps, pour ces 2 pépites que tu nous as présentées, pour ta vision aussi éclairée d'un sujet qui est quand même... extrêmement... D'habitude, on traite des sujets qui ne sont pas forcément compliqués, mais qui sont complexes. Là, on est compliqué et on est complexe. Donc, en fait, il y a énormément de densité. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas forcément tout compris, à revoir, bien entendu, à relire cette interview, puis aussi à aller sur le site d'Olivier, télécharger ses écritures, ses articles et son livre de plus de 500 pages sur le sujet qui vous permettra déjà d'avoir une vision plus éclairée de ce sujet qu'est le quantique. En tout cas, merci beaucoup, Olivier. On se revoit très vite. Je vous rappelle qu'Olivier, vous pouvez aller sur son site internet. Je te laisse rappeler l'URL directement, Olivier. L'URL, c'est oezra2ty.net, ce qui n'est pas facile à retenir, mais vous tapez Opinion Libre, qui est le titre, vous trouvez facilement. Opinion Libre au pluriel, ça se trouve facilement. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Olivier. On te dit à très vite pour de nouvelles aventures et merci de ta participation sur
Innovation and Prospective Talk. Eh bien, Ok, merci à la tous prochaine. d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, l'ensemble de vos plateformes de streaming et de podcast favorites et vous pouvez également nous retrouver sur innovationtalk.tech, notre site internet sur lequel vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, à mettre 5 étoiles et aussi à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter avec un seul hashtag IPT Podcast tout attaché. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon accompagné d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy. Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Olivier Ezrati, l'un de nos meilleurs consultants tech. Alors encore dans cette période de Covid, chacun chez nous, parfois avec des problèmes de micro, prenez tous soin de tous. Et surtout, la semaine prochaine, nous essaierons d'aborder l'Internet spatial, les acteurs, leur motivation dans cette nouvelle course à l'espace. Super épisode en perspective. Merci Lionel, merci à tous et à très vite.